Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. À un moment donné, je commençais à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas Agbono parce que vous allez émousser en moi l'ardeur avant l'œuvre. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond. Non, ma solom la Agbono. Mina somi. Muna zo azomi. Muna ya zoko. Muna wa zode mina zomi yo. Nou fwede we aton ene. Wa zofo yan Agbono gonde yo. Jo mina to. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le front de la décentralisation de la gouvernance locale, le premier signal fort lancé par le président Patrice Talon remonte sans doute au 22 juin 2016. À cette date, les chefs-lieux des 12 départements ont été fixés et les nouveaux préfets installés dans leurs fonctions. Cette décision s'est révélée aux yeux de nombreux Béninois comme un acte de courage politique jamais assumé depuis l'organisation en 1993 des États généraux sur l'administration territoriale. À l'heure du bilan, et nous y sommes en ce moment, quelle est la motion à placer à l'actif du pouvoir actuel dans le sillage de cette décision? Autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Eh bien, c'est la question centrale que nous plaçons au cœur de cette émission avec comme invité M. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Pour m'accompagner dans l'animation de cette émission, un confrère de la télévision Eden TV, Corneille Aïssé. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Bonsoir monsieur le ministre. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Alassane Seydou a été maire de Kandji de 2003 à 2007. Il était également précédemment ministre de la décentralisation, c'était de 2008 à 2011. Et donc voilà l'homme que nous recevons ce soir pour faire le bilan depuis l'avènement du régime de la rupture sur les actions qui ont été menées sur le front de la décentralisation et de la gouvernance locale. Avant de passer en revue l'essentiel de cet acquis, eh bien, nous allons solliciter la complicité de la régie pour suivre ensemble cette illustration sonore et visuelle. C'est la commune de Wenhi, au sud-est du département du Zou, qui ouvre le périple du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Alassane Seydou va ensuite visiter les communes de Boyikon, Agbainzou et Abomey. Un exercice de supervision et de recommandation auquel tient toujours l'autorité. Fonctionnement de l'administration avec la base. C'est de cela qu'il a été question de Basila Awake, en passant par Kopago et Djougou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et la délégation qui l'accompagne en ont échangé avec les maires, les élus communaux et locaux. Après les départements du Zou et de la Donga, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale parcourt le Koufo. Alassane Seydou, au-delà des rapports à lui transmis, s'imprègne de la réalité des administrations communales et locales. Monsieur le ministre Alassane Seydou, on vous a vu récemment en tournée dans plusieurs communes du Bénin. Quels ont été les objectifs ou l'objectif majeur de cette sortie? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous sommes descendus dans les communes et puis nous allons continuer par descendre dans les communes puisque nous avons prévu faire un département par mois. Nous avons commencé avec le département du Zou. Après le Zou, nous sommes allés dans la Donga. Après la Donga, nous sommes allés dans le Koufo. Et après le Koufo, nous avons fait la Takora. Nous allons poursuivre avec le plateau et ainsi de suite. Eh bien, l'objectif, c'est de rencontrer les élus locaux et les élus communaux pour échanger avec eux. C'est aussi de voir tout ce qui a pu être fait depuis 2003. Vous savez que nous sommes engagés dans cette dynamique depuis 2003, il y a de cela 17 ans. Nous voulons savoir concrètement ce qui a pu être fait.
Effectivement, cette tournée s'est avérée très, très édifiante parce que nous avons constaté qu'il y a des communes qui ont au moins réussi à asseoir le dispositif administratif. C'est-à-dire les hôtels de ville ont été construits, les bureaux d'arrondissement, les services ont été créés au niveau de l'administration communale et au niveau des arrondissements aussi, nous avons vu des arrondissements qui ont pu créer toutes les commodités possibles pour que les services soient fournis aux populations. Par contre, nous avons aussi vu des communes dans lesquelles, jusqu'à ce jour, aucun bureau d'arrondissement n'est construit. Il faut vraiment descendre pour croire. Aucun bureau d'arrondissement n'est construit après 17 ans de décentralisation. Et comment cela peut-il s'expliquer selon vous? Mais ce n'est pas acceptable. Donc nous avons été obligés de donner des instructions au préfet par rapport à ces communes-là pour dire, avant d'approuver les budgets à venir de ces communes-là, il faut s'assurer qu'elles ont prévu la construction des bureaux d'arrondissement. Parce que si vous voyez tout ce qui est en train d'être fait par le gouvernement au niveau central par rapport à l'état civil, si on sait que tout part du bureau d'arrondissement, on ne peut pas admettre qu'à ce jour, il y ait encore des arrondissements sans bureau. C'est dire que c'est une tournée qui est pertinente. Elle nous a permis d'apprécier le fonctionnement des administrations communales, le fonctionnement des organes de prise de décision, notamment le conseil communal, le conseil d'arrondissement, les conseils de village ou de quartier de ville. Elle nous a permis aussi de savoir de quelle manière la population est associée à la prise de décision. Parce que le premier objectif de la décentralisation, c'est de créer au niveau de la commune un espace de démocratie et participative, un espace de démocratie inclusive. Il faut que toutes les tranches de la population soient associées à la prise de décision. Tout à fait. On imagine plusieurs autres questions ont été recensées au cours de cette tournée. Nous allons les évoquer tout au long de cet entretien. Oui. Mais déjà, on l'avait dit, le gouvernement a rendu opérationnel les 12 départements en matière de déconcentration. Quels sont les signes extérieurs aujourd'hui visibles dans les chefs-lieux qui montrent que le gouvernement avait raison d'agir ainsi qu'il avait fait? Permettez-moi de commencer par la genèse même de la décision. C'est la loi 97-028 du 15 janvier 1999 qui a consacré le découpage de notre pays en 12 départements, notamment en son article 6. Et à l'article 8, la même loi a précisé que les chefs-lieux seront désignés par décret pris en Conseil des ministres. Et les critères de désignation ont été donnés. Il faut que ce soit la commune la plus autocentrée, la commune la plus développée économiquement, qui a le plus grand poids démographique et qui a le plus grand nombre de services administratifs. C'est cette commune-là qu'il faut désigner comme chef-lieu. Mais la décision a duré près de 2 décennies. Aucun gouvernement n'a pu prendre la décision. Quand le président Talon est arrivé, avec son leadership, il a réussi à prendre cette décision. On a pu désigner les chefs-lieux des 6 nouveaux départements. Et aujourd'hui, ces préfectures sont opérationnelles. Ça, c'est grâce au leadership du chef de l'État. Maintenant, les implications. Les implications sont énormes. D'abord, par rapport à la déconcentration, je crois que c'est le plus grand obstacle qui a été levé sur le chemin de la déconcentration. Parce que l'objectif de la déconcentration, c'est de rapprocher l'administration des administrés. Si nous prenons, par exemple, lorsque vous considérez les départements du Nord, au Nord, c'est la distance qui pose problème. Et au Sud, c'est le poids démographique. Avant cette décision, le citoyen de Karimama, qui veut faire sa carte d'identité, doit envoyer ses dossiers à Parakou à 300 et quelques kilomètres. 300 et quelques kilomètres pour faire une carte d'identité. La carte d'identité pouvait prendre 3 mois, parfois même plus. Mais aujourd'hui, cette carte se fait à Kandi. À Kandi, où d'abord le préfet est moins chargé, parce qu'avant la mise en œuvre de cette décision, le seul préfet s'occupe du Borgou et de la Léborie. Ça fait 14 communes. Du côté de l'Atakora, le seul préfet s'occupe de 13 communes. Au sud, quel problème? Il n'y a pas de distance. Le problème de distance ne se pose pas au sud. Mais le problème du sud, c'est la densité de la population. Si vous allez aujourd'hui à la préfecture de Cotonou et voir l'affluence de la population, à cause de la carte d'identité, vous allez donner raison au gouvernement. Pourtant, la décision a été prise. Et il y a une seconde préfecture à Alada, la préfecture de l'Atlantique. Les deux étaient à Cotonou. Alors, comment ça se passait quand il n'y avait pas la mise en œuvre de cette décision-là?
Donc c'est ça le problème. C'est de servir les populations, de soulager les populations et en rapprochant l'administration de l'administré. Les autres conséquences indirectes. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est le plus grand obstacle qui a été levé sur le chemin de la déconcentration. Aujourd'hui, avec la création des 6 nouveaux chefs-lieux de département, des 6 nouvelles préfectures, eh bien, tous les services, tous les ministères sectoriels ont commencé par installer leur direction départementale dans ces départements-là. Or, ce n'était pas possible avant l'installation de la préfecture. Qu'est-ce qui a bloqué la désignation alors des chefs-lieux depuis tout ce temps, plusieurs décennies selon vous? Vous savez, c'est là que le leadership joue. Cette décision a été prise, mais beaucoup de choses ont été faites en amont. C'est une décision qui a été bien préparée. Et vous avez constaté que le peuple béninois l'a acceptée sans bruit. Personne n'aurait cru qu'on pouvait prendre cette décision sans remous. Mais la décision a été prise. Parce qu'il y a une bonne préparation en amont. C'est ça le leadership. C'est ce qui n'était pas fait. Sinon, des gouvernements ont tenté. Mais quand il y a eu soulèvement des populations, eh bien, ils se sont rétractés. Ils ont reculé. Ils ont reculé. On va parler d'une question essentielle au niveau des mairies, au niveau des communes, les fonds FADEC. Aujourd'hui, comment évoluent ces ressources attribuées aux communes? On sait qu'il y a tellement de polémiques, il y a tellement de divergences sur cette question-là. Parlons des ressources FADEC. Il faut dire que les fonds FADEC, c'est le fonds d'appui au développement des communes. C'est un fonds qui a été créé pour soutenir financièrement le développement à la base. Le fonds a été créé en 2007. Et en 2007, c'est le gouvernement qui avait donné les moyens. Le fonds a démarré avec 7 milliards en 2007. Après, les partenaires ont rejoint le gouvernement. L'objectif de ce fonds, c'est de permettre aux communes d'exécuter leur propre plan de développement. C'est de permettre aussi aux administrations communales et aux organes de prise de décision de fonctionner normalement. Ces fonds permettent aussi à certains ministères sectoriels de réaliser des infrastructures dans les communes. C'est pourquoi le FADEC a 3 composantes. Il y a le FADEC affecté qui passe par les ministères, par exemple le ministère de la Santé, le ministère des Infrastructures et des Transports, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Enseignement maternel et primaire, le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Ces ministères-là reçoivent les fonds FADEC pour réaliser des infrastructures dans leur domaine. Ce fonds-là est appelé FADEC affecté. Il y a le FADEC non affecté qui va directement aux communes et qui est utilisé par les maires. Eh bien, ce FADEC-là, c'est ça qu'on appelle le FADEC non affecté. C'est pour l'investissement aussi. FADEC investissement non affecté. Ce FADEC peut être utilisé par les maires pour exécuter les plans de développement qui ont été élaborés par les communes. Maintenant, il y a le FADEC fonctionnement qui apporte les moyens pour le bon fonctionnement de l'administration communale et pour le fonctionnement aussi des organes de prise de décision tels que le conseil communal, le conseil d'arrondissement, les conseils de village et quartiers de ville. Comment évoluent ces ressources? Alors, l'évolution de ces ressources sont envoyées aux communes. Mais il faut dire qu'il y a un suivi qui est fait. Il y a un suivi parce qu'il y a des audits qui sont réalisés par l'Inspection générale des affaires administratives et l'Inspection générale des finances. Chaque année, il y a des audits dans toutes les communes. Ces ressources vont directement, quittent le ministère des Finances et vont au niveau de la recette perception. Les ressources ne vont pas dans les caisses directement de la mairie, mais les ressources vont au comptable de la mairie, qui est le receveur percepteur, qui est un agent permanent de l'État. Et les ressources sont dépensées suivant le budget. C'est-à-dire un maire ne peut pas exécuter une dépense si cette dépense n'est pas prévue au budget. Le receveur percepteur qui est là, qui est un comptable de l'État, est là pour suivre la régularité des dépenses. Il ne décide pas de l'opportunité, mais il doit veiller sur la régularité des dépenses. Toute dépense qui n'est pas prévue au budget ne peut pas être exécutée. Et les procédures qui doivent être respectées aussi en matière de dépenses publiques, il veille au respect de ces procédures-là. Le montant, est-ce que la cagnotte aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? Comment évolue de façon générale ces ressources au niveau 2007, En 2007, c'était à 7 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 47 milliards. Lorsqu'on prend en compte les trois FADEC, c'est-à-dire le FADEC investissement affecté qui passe par les ministères, le FADEC investissement non affecté qui va directement aux communes et qui est utilisé pour l'exécution des plans de développement des communes,
et le FADEC fonctionnement. Lorsqu'on considère les trois, aujourd'hui, ça fait au total 47 milliards de francs CFA que l'État envoie dans les communes. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on met ensemble les trois ressources du FADEC, la plus petite commune du Bénin reçoit au moins 400 millions par an de l'État. 400 millions. 400 millions par an. La plus petite commune du Bénin reçoit au moins 400 millions par an de l'État. Mais lorsqu'on considère le FADEC investissement non affecté et le FADEC fonctionnement, sans considérer le FADEC qui passe par les ministères sectoriels, la plus petite commune reçoit au moins 250 millions. Mais lorsqu'on y met le FADEC investissement affecté qui passe par les ministères sectoriels, ça fait au moins 400 millions par an que chaque commune reçoit de l'État. Il y a des communes qui reçoivent jusqu'à 800 millions par an de l'État. Monsieur le ministre, nous avons parlé des fonds FADEC, les innovations apportées par le régime également. Mais qu'en est-il des audits? Vous savez, nous avons intensifié les audits ces dernières années. De manière systématique, on fait des audits dans les communes. Et ces audits sont réalisés par l'IGA, l'Inspection générale des affaires administratives, et l'Inspection générale des finances. Que nous faisons aussi des contrôles techniques externes. C'est-à-dire parfois on a recours à des compétences pour contrôler certains ouvrages, certains engins. Et lorsqu'on a des éléments de présomption, de malversation ou de mauvaise conduite des procédures, eh bien, on demande l'inspection vérification. Tout ça, ça se fait. Lorsque c'est avéré, souvent c'est par rapport au marché public. Le dossier est envoyé à l'ARM, l'autorité de régulation des marchés publics. Et là, les sanctions tombent. Il y a des maires qui sont exclus, qui ne peuvent plus intervenir dans la passation des marchés. C'est clair. Mais une chose est sûre, c'est que quand il y a malversation, les ressources doivent être remboursées. Ça, c'est une exigence. Et c'est pour cela que nous agissons beaucoup en amont pour dissuader et éviter que cela se passe. Mais quand ça se passe, les ressources doivent être remboursées, il n'y a rien à faire. Sinon, on coupe. On n'envoie plus les fonds FADEC. Et quand on n'envoie pas les fonds FADEC, les remous commencent au niveau du conseil communal, ça va à l'administration communale, et puis ça se répand dans toute la population. Les maires étant des élus, ils ont l'ambition de revenir la prochaine fois. Donc, ils ne veulent pas qu'ils soient taxés de mauvais gestionnaires. Donc, il faut, de plus en plus, on sent quand même que les maires corrigent leurs pratiques. Parce qu'il y a beaucoup d'actions en amont qui dissuadent. Oui, mais ces méthodes dissuasives ont-elles porté le fruit? Oui, ces méthodes ont porté les fruits. Sincèrement, les méthodes ont porté leurs fruits. Nous avons constaté que maintenant, lorsque les audits sont réalisés, on n'arrive pas à relever beaucoup de fautes. Oui, par rapport au passé. Par rapport au passé, il y a une amélioration. Et c'est pour cela que nous multiplions les audits. Mais est-ce qu'autour des audits, là, parce que parfois on entend un peu parler les gens, c'est un peu comme si on fait un peu de récupération politique autour. Comment ça se passe réellement? Non, mais écoutez... Est-ce que les audits sont parfois des moyens de pression? Non, jamais. Il y a des recours. Si un maire se sent brimé, il y a des voies de recours. Et en dehors de ça, c'est que lorsque les auditeurs donnent les résultats, c'est envoyé au maire. Il fait des observations. Le maire doit réagir par rapport à tout ce qu'on lui reproche. Et s'il apporte les preuves qu'il n'est pas responsable, eh bien, il est acquitté. Donc, il y a un suivi. Il y a un suivi très constant. 2007, on est passé de 7 milliards, aujourd'hui à 47 milliards. À 47 milliards. Sur les 4 dernières années, comment ça a évolué en termes de l'enveloppe? Oui, ça a beaucoup évolué. Chaque année, il y a une évolution. En 2018, par exemple, on était à 44 milliards. En 2019, on est à 45 milliards. Cette année, on est à 47 milliards. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les partenaires contribuent beaucoup au FADEC. Les partenaires apportent près de 50% de ressources au FADEC. Et quels sont les critères qui gouvernent en fait l'attribution des fonds? Parce que souvent les gens se plaignent, on pense qu'il y a un peu de politisation, où on se dit oui, on est une commune dirigée peut-être par l'opposition, on n'en a pas autant reçu que les autres. Comment ça se fait l'attribution des fonds? Non, l'attribution se fait de manière très objective. Il y a une structure qu'on appelle la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales. C'est une structure de 18 membres. 18 membres, 6 maires des anciens départements, c'est-à-dire un maire par ancien département, d'accord? Et puis 3 représentants de l'Association nationale des communes. Ça fait 9 maires qui sont membres de la structure. Et maintenant 9 qui viennent de l'administration centrale.
ministère des Finances, ministère du Plan, ministère du cadre de vie et du développement durable, d'accord, et ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre de la décentralisation est le président de la structure. C'est cette structure qui est chargée de la mobilisation, d'accord, de la répartition et du suivi de l'utilisation des fonds sur le terrain. Cette structure est appuyée par un secrétariat permanent. Et c'est le secrétaire permanent qui est chargé du suivi de ces ressources-là sur le terrain. Alors, la répartition, comment ça se fait? Il y a des critères, la population, la superficie, les efforts propres de la commune. Il y a un logiciel. Tous ces critères ont des pondérations. On met les critères et le logiciel vous sort la répartition par commune. Donc, ça se fait devant les partenaires, devant tout le monde. Est-ce que vous nous assurez ici qu'il n'y a pas de favoritisme? Vous allez vous rendre compte, il y a des communes qui sont tenues par des opposants qui reçoivent des centaines, 700 millions, 600 millions. La gestion de l'État n'a rien à voir avec les maires. Si un maire est de l'opposition, toute la population n'est pas de l'opposition. On ne peut pas, à cause du maire, sanctionner la population. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas parce que le maire de la commune n'est pas favorable au gouvernement qu'il faut nécessairement réprimer, sanctionner les populations. Ce n'est pas possible. Donc, la répartition se fait de manière objective. Il y a un logiciel qui a été conçu pour ça et qui fait cette répartition-là. Il y a une question quand même qui est murmurée par certains maires. Il s'agit de l'agence de l'eau. Certains maires estiment que leur prérogative, leur rôle est, disons, en quelque sorte usurpé par le pouvoir central. Il est heureux quand même de voir que le gouvernement s'investisse dans l'érection de forages, de puits d'eau un peu partout au Bénin. C'est heureux, mais quand même derrière, certains maires ronchonnent. Vous avez eu ces échos? Oui. Les maires qui boudent ne sont pas de bonne foi. Et pourquoi? Je vais vous donner l'explication. Et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir l'occasion de vous apporter l'explication. Vous savez, le chef de l'État, avant de se faire élire, a pris des engagements vis-à-vis du peuple. Il a promis de donner l'eau à toutes les populations d'ici à 2021. Si, à la fin du mandat, le chef de l'État n'arrive pas à atteindre cet objectif-là et s'explique aux populations en disant « Je n'ai pas pu atteindre mon objectif parce qu'au niveau des administrations communales, les gens n'ont pas pu passer à temps les marchés, il y a eu des problèmes, il n'y a pas les compétences. » Vous pensez qu'il sera compris? Est-ce qu'il sera compris de la population? Tout à l'heure, nous avons parlé du FADEC. Nous envoyons des centaines de millions dans les communes. Mais il y a des communes qui n'arrivent pas à consommer. Il y a des communes qui ont des ressources en réserve non consommées alors que les problèmes sont là. Si à ça, on ajoute encore l'eau, vous êtes sûr que les marchés seront passés à temps et qu'on va atteindre l'objectif? Un chef de l'État ne peut pas, sous prétexte que les administrations communales fonctionnent mal, ne pas atteindre son objectif. Le gouvernement a voulu être réaliste. Le gouvernement a un objectif qu'il doit atteindre dans un temps donné. Et il a choisi le chemin le plus approprié pour atteindre cet objectif-là. Et puis, une convention a été signée entre l'agence et les communes. Tous les maires ont signé. Et les maires suivent, ils sont informés de tout. Ils suivent tout. On ne leur a pas arraché en tant que la maîtrise d'ouvrage. Mais l'exécution, on est sûr qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif compte tenu de la contre-performance des administrations communales. Mais les tests leur quand même leur donner cette responsabilité-là. Oui, les tests leur donnent. Encore faudrait-il qu'ils soient capables d'exercer la compétence. C'est ça le problème. Donc, les compétences, on les transfère progressivement en fonction aussi de la capacité des administrations communales à exercer ces compétences-là. Parce que si le niveau central lâche et que le niveau local n'arrive pas à exercer, eh bien, ce sont les populations qui vont en souffrir. Pour la question de l'eau, c'est ça le problème. L'État est obligé d'atteindre son objectif parce que l'eau est essentielle pour la vie. Parlons alors de transfert de compétences. Oui. À ce niveau également, certaines communes estiment que les choses traînent un peu. Il faut dire que les communes aussi ne sont pas au même niveau. Il y a des communes qui ont réussi aujourd'hui à se donner les compétences qu'il faut pour bien fonctionner. Ça, il faut le dire. Il faut classer les communes. Il y a les villas, les communes à statut particulier, il y a les communes qui viennent après, les communes secondaires, il y a les autres. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes allés au plan 2D.
par rapport à la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. On est allé au plan 2D parce qu'on a constaté que chacun va à sa vitesse. Ce n'est pas normal. Chacun va à sa vitesse, chaque ministère sectoriel va à sa vitesse. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut élaborer des plans. Pour qu'on se fixe des objectifs, qu'on ait un plan d'action, qu'on se dise que dans 5 ans, on doit atteindre tel niveau. Comme ça, au bout de 5 ans, on va évaluer. On verra qui a pu faire le travail, qui n'a pas pu faire, qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui reste à faire. C'est pour ça qu'on a élaboré les plans 2D. Effectivement, ça traîne, mais ça traîne parfois parce qu'il n'y a pas aussi les capacités au niveau local, mais il faut quand même accélérer. Je suis d'accord avec vous. Oui, et c'est l'objectif des plans 2D. Qu'est-ce que l'État central fait alors pour qu'on ait plus les cadres compétents, vous l'avez dit tout à l'heure? C'est pourquoi l'État, il y a 2 semaines, le Conseil des ministres a adopté les plans 2D. L'État est prêt maintenant à avancer. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre comment le système fonctionne. Nous avons un seul niveau de déconcentration, c'est le niveau départemental. Un seul niveau de décentralisation, c'est le niveau communal. Le niveau départemental, on doit placer à ce niveau des compétences capables d'accompagner les communes. Parce que nous sommes conscients qu'au niveau communal, on n'a pas toutes les compétences qu'il faut pour le développement de nos communes. Donc il faut qu'au niveau départemental, on ait ces compétences-là. Donc il faut développer les directions départementales en leur donnant les cadres qu'il faut, les moyens qu'il faut pour agir au niveau des communes. Par exemple, une commune qui veut construire un centre de santé, le maire ne peut pas savoir quel plan il faut pour un bon centre de santé. Il doit s'adresser au directeur départemental de la santé, qui va lui dire, voilà ce qu'il faut prévoir. Voilà ce qu'il faut prévoir pour qu'il y ait toutes les commodités, pour qu'il y ait toute la fonctionnalité requise du centre. Donc, si le directeur n'est pas à côté, c'est compliqué. S'il est à côté, ça marche bien. Et c'est ça l'assistance conseil. Et l'assistance conseil est organisée par le préfet. C'est lui qui coordonne l'assistance conseil, qui gère les relations entre les communes et les services déconcentrés de l'État. Alors, Monsieur le ministre, nous allons faire un tour à la régie pour voir quelques variétés de ces enjeux avant de revenir sur ce plateau. Un développement équilibré des territoires, telle est la boussole de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC. En 2019, les différentes réformes y relatives ont contribué de façon notoire à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans les 77 communes du Bénin. Conformément au plan de travail annuel du ministère de tutelle, la note conceptuelle relative à la transformation du FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, en un fonds autonome de développement communal, a été élaborée et son étude actuellement en cours. Pour la promotion de l'économie locale, le logiciel unique de gestion comptable GBCO a été généralisé dans toutes les communes. Le renforcement et la généralisation de l'utilisation de nouveaux outils de gestion des infrastructures marchandes ont été rendus possibles grâce à l'appui du ministère de l'Économie et des Finances et des partenaires techniques et financiers. Une régie autonome pour la gestion du marché de Malanville a été mise en place et le guide national de promotion de l'économie locale vulgarisé. Sans oublier la conduite de plusieurs missions d'évaluation de la gestion communale basées sur les indices de gouvernance locale IGL. Le gouvernement et les partenaires au développement ont consenti de nombreux efforts en ce qui concerne le transfert des ressources FADEC pour la mise en œuvre des plans de développement communaux. Accroissement de 42,19% du transfert aux communes en termes de prévision exercice 2019 au titre du FADEC non affecté, y compris le FADEC fonctionnement. Pour le renforcement de la gouvernance démocratique à l'échelle locale, plusieurs pas ont été posés. Vulgarisation de la loi sur les unités administratives locales, renforcement de capacités sur la tenue des documents d'information à l'endroit des conseils et secrétaires d'arrondissement, renforcement de l'exécution des missions de contrôle suite aux dénonciations ou saisines, organisation des missions d'audit FADEC 2018. En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel de l'administration communale, cela s'est globalement fait par le biais du Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL.
Pour la généralisation des instruments techniques de mise en œuvre de la PONADEC, le plan de décentralisation et de déconcentration P2D et le plan départemental de coordination de l'action de développement PDCAD ont été mis en œuvre. Ces deux outils sont appelés à donner un véritable coup d'accélérateur à la modernisation de l'administration publique avec la matérialisation et le renforcement du principe de subsidiarité voulu depuis la fin de l'historique Conférence des forces vives de la nation de février 1990. Pour une PONADEC plus peaufinée et dynamique, il a été procédé au renforcement du dispositif de pilotage et de suivi-évaluation et les travaux de construction de toutes les préfectures, résidences de préfets et de secrétaires généraux de département ont été lancés. Voilà, rétrospective de l'année 2019 sur le front de la décentralisation et de la gouvernance locale. Plusieurs questions ont été évoquées. Corneille Essay, on va poursuivre la discussion. Oui, Monsieur le ministre, on a constaté en début de mandat un grand vent de destitution. Ce vent qui a emporté d'ailleurs plusieurs maires, on peut citer plusieurs communes, Parakou, Gogounou, Didja, Bonou à plusieurs reprises, Ouida, Djougou et bien d'autres communes. En ce moment-là, il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de commentaires également. Le pouvoir avait-il réellement une main dans ce qui s'est passé? Vous savez, de toutes les façons, la fonction de maire est une fonction politique. C'est clair, c'est net. Et le maire, vous savez comment les maires sont élus. La circonscription électorale, c'est l'arrondissement. On élit les conseillers. Les conseillers se retrouvent pour élire le maire. Donc, c'est un suffrage indirect. Ce ne sont pas les populations qui élisent directement le maire. Ce sont les conseillers communaux qui se réunissent et élisent le maire. Et ils élisent aussi le premier adjoint, le deuxième adjoint, et puis les chefs d'arrondissement. Alors, avec la majorité simple, le maire est élu. Pour le destituer, il faut les trois quarts. Le maire est politique. C'est vrai, il est un acteur de développement, mais il est politique d'abord. Ça veut dire que le maire, une fois élu, doit constamment tout mettre en œuvre pour être en harmonie avec ses conseillers. C'est ça la complexité de la mission. Il doit tout faire pour être en harmonie avec ses conseillers. S'il laisse les trois quarts se liguer contre lui, eh bien, il en fera les frais. La main du pouvoir, je ne crois pas. Pouvoir ou pas pouvoir, dans la gestion des affaires de la mairie, les conseillers ne s'entendent pas toujours. Ce qui est regrettable, c'est que ce qui conduit à la décision des maires, souvent, ce n'est pas des questions de développement. C'est souvent des questions d'intérêt. Des rivalités internes, de dissensions. C'est des rivalités internes, c'est des partages d'intérêts. C'est ça qui oppose souvent les conseillers communaux. Oui, c'est ça qui est regrettable. Justement, à ce niveau-là, il faut une stabilité pour que la gestion à la base soit concluante. Alors, oui. Quel est, dans la relecture des tests, quel est le mode? Est-ce que le mode d'élection directe du maire n'est pas une option? Oui. Ça fait partie des questions qui sont en train d'être examinées avec la relecture des tests. Ça fait partie des insuffisances. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas un minimum de stabilité. Tout à fait. Quand on commence, on s'inscrit dans la dynamique de décision du maire, le développement s'arrête. Plus rien ne marche dans la commune. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, où le maire est destitué, ou alors on se rend compte que c'est impossible et on laisse tomber. Mais jusqu'à ce qu'on finisse, on arrive à la fin de cette dynamique-là, eh bien, le développement, on n'en parle plus. C'est relégué au second plan. Donc, c'est clair qu'il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas un minimum de stabilité. Donc, au niveau central, notre souhait n'est pas que les maires soient destitués. Et dans la procédure de destitution, il y a une période de réconciliation qui est gérée par le préfet. Et nous agissons beaucoup à ce niveau-là pour empêcher que les maires soient destitués. Mais il y a des cas extrêmes. On ne peut rien. Parce que la loi, c'est la loi. Il a été élu avec une majorité simple. Si aujourd'hui il a les trois quarts contre lui, ça veut dire qu'entre-temps, il n'a pas su gérer son monde. C'est ça aussi le problème. Et sur ces 4 dernières années, quelle a été la politique mise en place par l'État, le régime, pour qu'on ait cette stabilité au niveau des communes? Oui, mais vous devez constater quand même que ça ne continue pas. Depuis un certain temps, il y a une certaine accalmie quand même.
il y a une certaine accalmie. Parce qu'on n'autorise pas... Pendant la réconciliation, on fait beaucoup de choses pour empêcher que les conseillers aillent jusqu'au bout. Mais parfois, on rencontre des jusqu'au-boutistes qui veulent utiliser la loi, qui veulent aller jusqu'au bout. Là, on ne peut rien. On ne peut rien. Ça ne dépend pas du niveau central. Nous n'avons aucun intérêt à faire partie les maires. Je ne vois pas de toutes les façons. Les maires qui sont là étaient là. Ils étaient là au mois de l'élection du président, de son excellence président Talon. Ou bien, ils étaient tous là. Ceux qui sont en train de... Ils étaient tous là. Ils n'ont pas empêché qu'il soit président. Ce n'est pas quand il est président qu'ils vont l'empêcher d'évoluer. Globalement, le Bénin est perçu comme un bon élève en matière de décentralisation, de déconcentration. Si vous étiez donné de parler de façon sommaire des avancées qui ont été notées véritablement dans ce secteur-là, sur quel point allez-vous insister? Oui, les avancées, il faut dire que, par exemple, le FADEC. Vous voyez, nous avons l'habitude d'échanger avec les partenaires techniques et financiers. Ils nous font des confidences. Dans la sous-région, presque tous les pays sont engagés dans la dynamique de la décentralisation et de la déconcentration. Aucun pays n'est à notre niveau de financement des communes. Aucun. Il y a des pays qui, à ce jour encore, n'envoient pas plus de 25 millions dans les communes par an, 50 millions. Le Bénin est à 400 millions lorsqu'on prend en compte toutes les composantes du FADEC. Pour la plus petite commune. Est au moins à 400 millions pour la plus petite commune. Quand je parle de petite commune là, c'est des communes comme Souava, Agégué, Karimama, Lalo, des communes 400 millions lorsqu'on met ensemble toutes les composantes du FADEC. Ça, c'est une volonté politique forte. Et l'État est prêt à mieux faire, pourvu que ces ressources soient bien gérées et soient utilisées pour améliorer les conditions de vie des populations à la base. Donc ça, c'est une avancée considérable. J'insiste en disant que ces ressources, dans le FADEC, il y a aussi la participation des partenaires techniques et financiers. Ils apportent leur contribution. Et je veux au passage les remercier, parce que c'est grâce à eux que nous sommes à ce niveau-là. Mais l'État joue pleinement sa partition et est prêt à mieux faire. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le FADEC pour l'État a une priorité, c'est la priorité des priorités. Quelles que soient les difficultés, lorsqu'il est question du FADEC, l'État libère. L'État libère, l'État priorise le FADEC, parce que c'est le développement à la base. D'accord. Pour revenir un peu à la question des fonds tout à l'heure, oui. 400 millions, vous l'avez dit, la plus petite des communes. Monsieur le ministre, ça ne se sent pas quand même quand nous rentrons dans nos communes, puisqu'en dehors de ces fonds FADEC, il y a les ressources propres également des communes aussi. Mais quand nous rentrons dans nos communes aussi, quand on voit la précarité aussi, le niveau des infrastructures que nous avons, ces fonds passent réellement pas haut. En fait, le problème de ces fonds, lorsque vous réussissez à consommer, c'est bon. Quand vous ne réussissez pas à consommer, ces fonds sont reportés. Il y a des communes qui ont encore 400 millions non consommés pour les années antérieures. Non consommés. Il y a des communes qui ont plus de 400 millions qui attendent, qui ne sont pas consommés. Pourquoi? Parce que les administrations communales ne fonctionnent pas bien. Ces communes n'ont pas toutes les compétences qu'il faut pour monter les projets, pour faire respecter les procédures. La dépense publique, il faut respecter les procédures. Et c'est ça. Et là où c'est paradoxal, ce sont les communes qui ont le plus besoin de ressources qui ne consomment pas, malheureusement. Et c'est pour cela qu'au cours de notre tournée, nous avons mis l'accent sur la qualité du personnel qui anime l'administration communale. C'est très important. Lorsque vous regardez le personnel au niveau des administrations communales, c'est une pyramide qui a une base très large, mais qui est très pointue au sommet. On vous dira sur 50 agents de l'administration communale, il y a 5 qui sont de catégorie A, 10 de catégorie B, tout le reste c'est C et D. Avec ce profil-là, c'est difficile de faire le développement. Et justement... C'est difficile, il faut nécessairement corriger. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'au cours des 3 mandatures, les maires, puisque la loi dit que le maire recrute, c'est lui qui recrute, c'est lui qui révoque. Il a la plénitude du pouvoir en matière de recrutement. Les maires ont fait des recrutements fantaisistes. Ils ont recruté des militants, ils ont recruté des amis, ils ont recruté des parents. Souvent, il n'y a pas l'adéquation profil-poste. L'effectif est pléthorique, ça fait des charges pour la commune, alors qu'on n'a pas la compétence. Mais comment on peut éviter ça? On n'a pas les résultats. Alors, pour éviter ça, depuis plus d'1 an, le ministère a décidé d'arrêter les recrutements. Lorsqu'un maire veut recruter, il saisit l'administration.
il dit les postes pour lesquels il veut recruter et il dit les profils qu'il veut recruter. Donc nous veillons à ce que l'adéquation profil-poste soit respectée du niveau central. Mais ce n'est pas normal. Voilà par exemple une compétence qu'on est en train d'arracher aux communes parce qu'elle est mal exercée. Mais je crois qu'on va finir avec ça, puisque la loi sur la fonction publique territoriale est déjà votée. Il reste le décret d'application. Lorsqu'on va arriver au décret d'application et qu'on va mettre en œuvre cette loi-là, on pourra mieux suivre les recrutements au niveau des communes et avoir du personnel de meilleure qualité. C'est ça le problème des communes. Mais si vous dites que rien ne bouge aussi, ce n'est pas vrai. Si vous allez, par exemple, dans la commune de Kouandé, vous voyez l'hôtel de ville. Ce qui a été réalisé, c'est impressionnant. Vous allez à Materi, qui est une commune rurale. Vous voyez l'hôtel de ville, c'est impressionnant. À Tangueta, c'est impressionnant. Et ça, c'est avec les ressources FADEC. Vous allez à Boyikon, l'hôtel de ville, même les bureaux d'arrondissement. Il y a des choses évoluées. Il y a des communes qui sont à la traîne, mais il y en a aussi qui avancent, grâce aux ressources FADEC. Alors, sur le registre du renforcement des capacités des élus locaux, il a été retenu au PAG la construction à l'ADA d'un centre CEFAL, centre de formation pour l'administration locale. Qu'en est-il aujourd'hui? Le dossier suit son cours et actuellement, ce n'est pas un dossier qui est géré par le ministère de la décentralisation. Vous savez très bien que les infrastructures de l'administration sont réalisées par le ministère du cadre de vie et du développement durable. Tout à fait. Mais comme c'est notre ministère qui doit l'utiliser, nous suivons beaucoup. Donc, il est prévu cette année 1 milliard pour démarrer les travaux. Et par rapport à ce centre, les partenaires ont pris l'engagement de nous soutenir. Donc, nous sommes en train d'œuvrer maintenant pour que ces ressources-là soient débloquées, pour que la réalisation commence par le ministère du cadre de vie et du développement durable. À l'évidence, Monsieur le ministre, vous jouez un rôle central dans la réalisation des infrastructures dans les communes. On a vu la volonté du gouvernement de faire maillage en termes d'infrastructures et en nouant un partenariat avec les communes. Dans ce sillage-là, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Quelles sont les perspectives? Oui, vous savez, il y a des projets qui sont réalisés dans les communes parce qu'il y a des actions fortes qu'il faut mener. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'en matière de réalisation d'infrastructures, lorsque vous regroupez, vous avez l'économie d'échelle. Tout à l'heure, vous avez parlé du secteur de l'eau. Les sociétés qui font les forages n'existent pas dans toutes les régions du Bénin. Lorsque vous voulez faire 10 forages, ce n'est pas le même coût unitaire que lorsque vous voulez faire 200. Tout à fait. Quand vous regroupez, vous avez l'économie, vous faites une économie d'échelle. Le coût unitaire chute. C'est l'intérêt de réaliser certaines infrastructures sous ce modèle-là. Et lorsque vous avez besoin d'une société pour aller réaliser des ouvrages pour fournir l'eau aux populations, eh bien, si vous avez une grande quantité, beaucoup d'ouvrages à réaliser, tout de suite, la société est disponible. Tout à fait. Mais si c'est pour quelques ouvrages, ça va être très difficile de déplacer la société de Cotonou, par exemple, à Karimama. Absolument. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Mais en dehors de ça, tout ce qui se réalise dans les communes, c'est de commun accord avec les maires. Puisque, une fois réalisé, c'est la commune qui va se charger de l'entretien. Et par rapport à ça, lorsque nous allons aborder les dispositions qui sont prises pour améliorer les recettes des communes et pour améliorer aussi la qualité des dépenses, vous allez voir ce qu'on a prévu pour l'entretien des infrastructures. Donc rien ne se fait sans l'accord des maires. Ils sont toujours associés. Ils sont bien au courant, puisque à moyen ou à long terme, c'est eux qui vont gérer. C'est eux qui vont gérer et ils doivent assurer l'entretien. Donc on ne peut pas le faire, on ne peut pas réaliser à leur insu. Donc ça se passe très bien avec les communes, mais les communes aussi font leur réalisation parallèlement. Je vous ai dit qu'il y a des ressources FADEC qui sont affectées, qui sont des ressources qui sont prévues pour l'investissement et qui ne sont pas affectées. Ça, ce sont les maires qui décident de ce qu'il faut réaliser. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, en termes de perspective également, puisque nous sommes à quelques semaines des élections communales et municipales, qu'attendez-vous des prochains maires que nous aurons et quels sont les défis qu'ils auront à relever en rapport, bien sûr, avec le programme d'action du gouvernement? Notre souhait d'abord est que ces élections se passent dans de très bonnes conditions
et que les populations choisissent les meilleurs maires. C'est ça aussi. Puisque la loi dit que le maire doit savoir lire et écrire. Savoir lire et écrire, ça ne suffit pas pour être un bon maire. Mais les populations se sont rendues compte à l'action que un maire, c'est un manager, c'est un leader. Il ne suffit pas de savoir lire et écrire. Le défi à relever, c'est de faire en sorte que la déconcentration et la décentralisation soient une réalité dans notre pays. Il est vrai, la déconcentration ne dépend pas des maires, mais le bon fonctionnement entre les services déconcentrés et les conseils communaux, ça dépend des maires. Les relations de qualité entre ces structures-là, ça dépend des maires. Il faut aussi que les maires fassent en sorte que nos communes soient des espaces, comme je l'ai dit tantôt, de démocratie vraiment inclusive. Parce que l'organe délibérant au niveau de la commune, c'est le conseil communal. Le maire n'est que l'exécutif. Les décisions se prennent et le maire exécute les décisions. Il est l'exécutif. Donc, le maire ne doit pas se contenter de ceux qui ont la légitimité populaire, c'est-à-dire les conseillers communaux, les conseillers d'arrondissement et de village, des villages et quartiers de ville. Le maire doit s'intéresser à tout le monde, toute la société civile. Les associations de jeunes, les associations de femmes, les organisations professionnelles. Le maire doit pouvoir associer tout le monde, doit informer tout le monde, doit faire en sorte que chacun joue sa partition pour le développement de la commune. C'est en cela que je dis que le maire est un manager. Il doit avoir cette capacité-là de fédérer toutes les forces pour le développement de la commune. Monsieur le ministre, le positionnement des femmes dans la perspective des communales, c'est une question qui intéresse beaucoup le gouvernement. Oui. Oui, le positionnement des femmes intéresse le gouvernement. Vous savez, ce sont les partis politiques qui positionnent les femmes. Ce n'est pas le gouvernement. Mais ce que je sais, c'est que le chef de l'État est très favorable à cela. Parce que tous les partis qui soutiennent le chef de l'État, il insiste pour que les femmes soient positionnées et de façon à être élues. C'est-à-dire qu'il faut donner les meilleures positions aux femmes pour qu'on ait au niveau des prochains conseils des femmes, qui soient des maires adjointes, tout ça. Donc, le positionnement des femmes, c'est l'affaire des partis politiques, tel que je l'ai dit. Pour les partis de la mouvance, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les femmes participent de plus en plus à la prise de décision et puis à la vie de la communauté. Parlons très rapidement de la collaboration entre votre ministère et l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Oui, la collaboration est très bonne. Vous savez que le rôle de l'association, c'est de faire partager par les maires les bonnes pratiques, les bonnes expériences. C'est d'aider les maires aussi à entrer en relation avec des partenaires. Et c'est d'organiser, c'est d'améliorer à travers des échanges la gestion des communes. Et je crois que l'ANCB joue pleinement ce rôle-là. Nos relations sont très bonnes. Vous avez vu, nous avons inauguré le siège de l'ANCB. L'État a contribué pour 100 millions. C'est l'AIMF, l'association internationale des maires francophones, qui a débloqué 200 millions et a exigé que la contrepartie soit payée par l'ANCB. C'est l'État qui a payé cette contrepartie, qui est de 100 millions. Le chef de l'État a spontanément adhéré. Il a accepté la demande et puis l'argent a été débloqué. C'est ça qui nous a permis d'avoir ce siège-là. Ça, c'est le fruit de la bonne collaboration entre l'ANCB et le ministère. Notre collaboration est parfaite avec l'ANCB. Ça se passe très bien. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Les questions sont variées et diverses. Monsieur le ministre, quel aspect on n'a pas abordé sur lequel vous souhaiteriez revenir très rapidement? Oui, l'aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la mobilisation des ressources locales. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en dehors du FADEC fonctionnement, il y a aussi les ressources locales. Qu'est-ce que les maires font des ressources locales? Par le passé, les maires utilisaient toutes les ressources qui sont mobilisées localement pour le fonctionnement. Parfois, ces ressources sont substantielles. Alors, si on laisse toutes ces ressources pour le fonctionnement, eh bien, les maires vont voyager tout le temps, ils vont se donner des indemnités, ils vont créer des activités qui peuvent ne pas avoir d'intérêt pour la commune. C'est pour cela que
on est regardant par rapport à la gestion de ces ressources-là aussi. Et pour les communes ordinaires, 20% des ressources mobilisées localement doivent être utilisées pour l'investissement. C'est-à-dire qu'on doit prélever des ressources mobilisées localement aussi pour l'investissement. Et 10% pour l'entretien des infrastructures qui ont déjà été réalisées dans la commune. Ça, c'est pour les communes ordinaires. Et pour les communes à statut particulier, qui ont souvent des ressources substantielles, 20% doivent être consacrés à l'investissement et 25% à l'entretien des infrastructures réalisées. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est en train d'être réalisé en termes d'asphaltage et autres, ça doit être entretenu. Au niveau du budget communal, on prévoit des ressources pour entretenir ces infrastructures. Sinon, elles vont se détériorer et ne vont pas servir les populations pour longtemps. Donc, nous n'avons pas parlé de ces ressources-là. Il y a aussi le cadrage budgétaire. C'est à travers le cadrage budgétaire qu'on fait, qu'on met ces garde-fous. Donc, c'est le cadrage budgétaire qui impose cela aux maires. C'est très important. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour tous ces éclairages. Merci. Corneille Aïssé. Merci Renaud. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Nous sommes à la fin de cette émission. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.